Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Il est parmi les personnes qu'on ne présente plus désormais. Maître Richard Pinda, communicateur de l'UDPS Tshisekedi, nous fait l'honneur d'être avec nous dans Face à l'opinion. Avec nous allons discuter des questions d'actualité, processus électoral, nouveau gouvernement et tout ce qui tourne autour des questions de l'heure. Maître Pinda, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça faisait un moment qu'on ne nous avait pas reçu dans le plateau unique, seul. Vous ne savez pas trop votre tendance, apparemment. Je pense que, en fait, nous, en ce qui nous concerne, ou moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis à la disposition des médias. C'est-à-dire que les médias qui veulent avoir mon point de vue sur une question donnée, je suis à la disposition. C'est comme vous l'aviez fait, vous nous avez invités et que nous nous sommes joints à vous pour parler des questions qui touchent l'essor de la nation. Voilà. Tout à fait. On va d'entrée de jeu parler de la loi Tchani, cette loi qui fait polémique, certains pour, d'autres contre, discriminatoire, discrimination positive, négative. On est un peu perdu. Qu'est-ce qui va en advenir? On ne sait pas. Vous la soutenez ou vous êtes contre? Je suis pour la loi Tchani, le projet de loi Tchani. Je suis pour et je soutiens cette loi. D'ailleurs, j'ai même lancé récemment ici, en fait, j'ai répondu à un débat qui a été, à un défi plutôt qui avait été lancé au professeur Noël Tchani par mon estimé confrère Laurent Onyemba, qui a dit qu'il voulait avoir un débat contradictoire sur cette question-là avec le professeur Noël Tchani. Et la réponse qui est venue du professeur Noël Tchani, l'initiateur de cette loi-là, était que il, lui, comptait tenir un débat avec Moïse Katumbi. Ben, écoutez, j'ai dit, à défaut d'avoir Moïse Katumbi pour Noël Tchani, c'est que cette loi n'aurait pas lieu, puisque ces débats n'auraient pas lieu, parce que la population attend voir quels sont les arguments, les tenanciers ou les détenteurs de la position selon laquelle il faut cette loi-là, et ceux qui ne le sont pas, des chocs des idées, comme on dit, j'ai la lumière. Alors, me suis proposé pour débattre sur cette question-là avec Maître Laurent Onyemba, qui est, comment dire, porte-parole de l'Ensemble pour la République ou de Moïse Katumbi, je crois. Donc, alors, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir cette initiative? Donc, je pars du principe que la République démocratique du Congo doit être protégée. Et la protéger supposerait que, à la tête du pays, que nous ayons des Congolais, des pères et des mères, qui peuvent éventuellement n'avoir aucun autre intérêt en interférence à l'intérêt général de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la République démocratique du Congo a connu beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Vous vous rappellerez, déjà nous sommes en 1978, où nous avions eu un premier ministre des Affaires étrangères qui était congolo-portugais, et que par de suite de cela, toute aide qui devait nous venir de l'extérieur du pays, c'est-à-dire de l'étranger, a été, comment dire, transitée vers le Portugal pour éventuellement, comment dire, faire la guerre en Angola. Le Portugal qui devait faire la guerre en Angola, c'est avec l'argent de la République démocratique du Congo. Lorsque le président Mobutu s'en est rendu compte et qu'il a voulu mettre la main dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le prétendument congolais, il est allé se réfugier au Portugal en prétextant qu'il était un Portugais, et comme les lois de tous les pays du monde... Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que
il n'y a que les Congolais de père et de mère qui peuvent être des bons dirigeants. Non, je ne dis pas que tous les Congolais des pères et des mères devront l'être, mais je dis tout simplement que la présomption de bien faire repose plus sur les Congolais des pères et des mères. Pourquoi? Parce que je n'ai des pays que la République démocratique du Congo. Lorsque je pose un acte, je vois ma progéniture, je vois ma descendance. J'ai dit dans quelle situation devrais-je les laisser. J'ai vu le président Tshisekedi revenir là-dessus pour dire que le Congo est amené là où il est parce que des Congolais, des pères et des mères ont collaboré avec Joseph Kabila et ils ont causé tout ce qu'ils avaient causé comme problème. Mais il ne faut pas non plus oublier une chose. Lorsque l'AFDEL arrive pour nous amener... Je suis d'accord avec vous, oui. Mais depuis que nous sommes indépendants, ceux qui ont dirigé ce pays, c'est le 5e président que nous avons, les 4 qui ont précédé le président Tshisekedi. Combien était-il Congolais de père et de mère? Combien était-il Congolais de 100%? Je ne vais pas soulever une polémique qu'il y a eu à un moment donné ici, lorsqu'on disait que le président Kasavubu, l'autre Francis Kalombo est revenu là-dessus, ça a créé une polémique. Je veux plutôt voir le comportement, puisque ici, on ne peut pas parler beaucoup plus de Kasavubu, par exemple, en 1960, parce que ce n'est pas lui qui avait la gestion du quotidien des Congolais. Prenons Lumumba. Lumumba était de pères et des mères congolais, et quel a été son comportement? Aujourd'hui, nous parlons de Lumumba, le monde parle de Lumumba. Pourquoi? Parce que c'était un nationaliste déterminé, était des pères et des mères pour éventuellement arriver à accéder au bien-être de Congolais. Prenons le cas de Mobutu Sese Seko Ngouendo Azabanga. Pour l'unité du pays, pour l'unité de la République démocratique du Congo, il s'est comporté de la manière dont il s'est comporté pour le Congo. Prenons le cas de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pardon? Mobutu a-t-il bien géré ce pays? Non, je ne dirais pas que Mobutu a bien géré. Prenons par exemple, Mobutu... Était-il un président exemplaire? Dans certains cas. De façon globale. Mais de manière globale, Mobutu a su donner de la valeur à la République démocratique du Congo. Je vous prenais tout à l'heure un cas ici. Je disais que... prenons le cas de Mobutu. Pour Mobutu, la GECAMI ne devait pas être épiécée et émiettée comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple. OK? Il tenait à l'unité du pays. Il tenait à l'intégrité. D'ailleurs, les valeurs de l'unité de la République démocratique du Congo, c'est Mobutu, il faut se le dire. C'est Mobutu qui vous dit s'il faut conclure des pactes avec le diable pour l'intégrité de la République démocratique du Congo. Non, la question ne porte pas. Excusez-moi s'il vous plaît. Quand il apprend la question ne se pose pas. En 1965, il le laisse le pouvoir en 1997 ou 97. L'économie du Congo en 65. Ça, c'est un autre débat. Justement. Quand on parle je voudrais aller sur les aspects positifs. Un État qui est viable, c'est un État qui a une prospérité économique. Quand un président prend un pays à un niveau élevé, il le laisse plutôt à un niveau bas, là on se dit attention. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention quand on aborde cette question-là. Pourquoi je le dis? Lorsque vous dites qu'il laisse l'économie à l'état où il est, c'est une présentation qui a été faite par la Banque mondiale et l'FMI. Imaginez où nous étions, on prend un Léon Kengo Adondo, on met à côté de Mobutu, allez-y voir le nombre de décisions qui ont été prises défavorables à la République. Léon Kengo qui n'est pas congolais de père et de mère. Qui n'est pas congolais de père et de mère. Ah oui, ça il faut se le dire. Donc, parce que si nous avons adhéré par exemple... Il a été un mauvais Premier ministre. À mon entendement, oui. Il a eu aussi des aspects positifs, mais je pense qu'il n'a pas été ce que l'on souhaitait de lui. Voilà ce qui est plus important à retenir par rapport à ça. C'est-à-dire que le FMI nous a imposé un certain nombre de règles. Mais pourquoi nous en sommes rendus à ces niveaux-là? Tout simplement parce que on voulait avoir une mainmise sur les richesses de la République démocratique du Congo, et Mobutu avait dit non, et il a dit non. On arrive sous Mouzé. Mouzé a donné sa vie pour le Congo. S'il n'était pas congolais de père, d'ailleurs, il a roulé le Rwanda, il a roulé l'Ouganda, il a roulé tous ceux qui l'ont accompagné, même les Américains qui avaient signé les accords avec. Il ne les a pas roulés pour son compte propre, mais il a roulé pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. On en vient à un exemple. Il était des pères et des mères. Qui c'est? Laurent Désiré Kabila. Oui, il a roulé tout le monde. Quand j'ai dit qu'il a roulé tout le monde, il a roulé ceux qui sont venus, ceux qui l'ont amené au pouvoir. Pourquoi on l'a abattu? Parce qu'il avait roulé, parce qu'il a dit ne jamais trahir le Congo. Les intérêts de la République démocratique du Congo doivent primer avant toute chose. On prend le cas de Joseph Kabila, prétendument congolais, accusé par Alain Juillet,
qui vient récemment ici, si vous suivez sur les nets, vous allez voir qu'il évoque la question de Kabila. Il dit quelqu'un qu'on a pris, placé à la tête du pays. Vous avez les élus belges au siège de la Commission européenne qui vous dit on a pris un Rwandais, Joseph Kabila, qu'on a mis à la tête de la République démocratique du Congo avec les conséquences que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, si vous revenez sur la famille de Joseph Kabila, vous avez Ibrahim Kabila qui a crié tout haut. Il n'a jamais été contesté, il n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Ok, allez-y comprendre que la nationalité douteuse de ces derniers, qui du moins pas congolais, nous a causé le tort que nous avons. Mais la balkanisation, par exemple, la balkanisation de la... Est-ce que vous savez que pendant que nous étions distraits, que le Congo a été balkanisé et que Tshisekedi doit récupérer maintenant? Pourquoi? L'accord de la CNDP, l'accord avec la CNDP, cet accord a prévu une autogestion. Sans rendre compte à Kinshasa, et recruter, sans rendre de compte à l'inspection générale de la police. C'est dans l'accord. Mais oui, l'article 8 de cet accord-là vous le dira. Allez-y lire l'accord de la CNDP, vous allez vous rendre compte que l'auto-administration, l'auto-gestion financière, donc c'est-à-dire qu'ils étaient à un point, en fait c'était un État non dit. C'est-à-dire que la balkanisation était déjà consacrée. Vous pensez qu'aujourd'hui la guerre que nous mène par le Rwanda, c'est pour quelle fin? C'est pour que Tshisekedi respecte les accords du CNDP. C'est pour que Tshisekedi accède à la demande du CNDP. Parce qu'ils l'ont essayé dans la stratégie politique. J'ai vu l'accord du CNDP, je n'ai pas vu cet aspect des choses. Malheureusement. Mais je pense que vous avez aussi votre façon de voir. Est-ce que non, ce n'est pas ma façon à moi de voir les choses. Ok? L'accord de CNDP existe. Vous avez l'Internet. Allez-y lire l'article 8 pendant qu'on y est. Si vous l'avez lu réellement, vous vous serez rendu compte de ce que je suis en train de dire là. Je n'invente rien. Nombreux de ceux qui savent, qui ont lu l'accord de CNDP le disent. Vous avez votre temps. Allez-y, cherchez. La balkanisation. Allez-y. Attendez, ok, je vais chercher. Et les officiers qui, eux, avaient la gestion militaire des régions militaires à l'est de la République étaient d'origine d'une seule tribu. Je vous prends un cas pratique. Lorsque le M23 commence ses hostilités à l'est de la République, Minembwe était, avait des policiers. Et ces policiers-là avaient un commandant. Le commandant était d'une autre tribu que les Banyamulenge. Lorsque les CNDP ont commencé, ces militaires-là ont quitté ce commandement-là, ont quitté Minembwe pour aller rejoindre le M23. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu une cacophonie. D'ailleurs, un autre acte intéressant. Lorsqu'on parle de... D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, mais vous avez signé, vous avez accepté le fait que lorsque vous êtes... lorsque nous sommes allés à Sun City, le président Etienne Tshisekedi a aussi accepté que l'on puisse mixer et brasser les Congolais, parce que nous avons toujours, les rebelles d'antan, nous avons toujours dit que ce sont eux qui sont à la base, nous y avons pris part. Mais sous certaines conditions, nous avons exigé que les Congolais qui doivent être mixés et brassés soient identifiés. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, est allé outre. Il a refusé, puisque c'est lui qui était les garants de la nation, les garants de l'accord global inclusif d'ailleurs, à l'époque, il devait faire observer et respecter l'identification des Congolais. Voilà comment l'infiltration est arrivée. Et nous pensons que nous, qui sommes, détenteurs ou tenanciers de cette thèse de Congolais des pères et des mères, pensons qu'un Congolais des pères et des mères serait à même de pouvoir faire mieux qu'un Congolais, qui n'est pas des Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. La loi Tiani ne violerait pas l'article 13 de la Constitution. Pas du tout. Expliquez-vous. Voilà. Vous savez, j'ai essayé d'expliquer cela dans une ou deux autres émissions où je suis passé. Vous savez, la Constitution pose des principes.
Et j'ai ouï dire qu'on a dit parce que XY est métis ou qu'il est blanc de teinte, ainsi de suite, tout ça. Ça, c'est aussi faux. Parce que ce n'est pas une discrimination qui porte sur les raisons de famille, d'appartenance à une famille. Ce n'est pas non plus une discrimination qui pose sur les raisons raciales. C'est une discrimination positive qui tend à protéger l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. L'article dit clair. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Je suis en train d'en venir. On parle d'accès aux fonctions publiques. Oui, accès aux fonctions publiques. Prenons par exemple pour être juge en République démocratique du Congo, il ne faut pas avoir fait la médecine. La fonction de juge est une fonction publique qui revient à une certaine catégorie de personnes. C'est une discrimination à l'égard des personnes qui ont fait la médecine. Une catégorie de personnes, c'est-à-dire ici je sous-entends ceux qui ont fait le droit, les études de droit. Vous voyez ça, c'est une discrimination positive. Là, la Constitution dit ne peut faire l'objet d'aucune discrimination. Mais c'est ce que j'ai dit, les principes est posé. Vous savez, en droit, nous disons ceci. À côté d'un principe, il y a toujours une exception qui vient pour confirmer la règle. Et ici, le principe, c'est quoi? C'est que personne ne peut être discriminé. Prenons par exemple, lorsqu'on parle de la parité hommes et femmes. On veut réserver 50% à la femme. On dit 50% aussi à la femme, à l'homme. Est-ce que vous pensez que, dans ces cas-là, y a-t-il égalité? Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'égalité voudrait que l'homme et la femme concourent. Il faut concourir pour accéder à une fonction donnée. On ne laisse pas de quotas. On dit quota aux jeunes, quota à ceci. Non. On voudrait en principe mettre et les hommes et les femmes au même endroit et demander à ce qu'ils concourent pour accéder à des fonctions ou à exercer des fonctions données. Vous voyez ça? Donc, ça dit que je démontre ici qu'il s'agit d'une exception qui vient pour confirmer une règle qui existe. Une exception qui va outre la Constitution. Vous ne m'avez toujours pas compris. J'ai dit en droit. On n'est pas mécanique. En droit, l'exception existe. Pourquoi pour les mêmes faits, on peut condamner une personne à 5 ans de prison? Pour les mêmes faits, on condamne une autre personne à 2 ans de prison. Et pourtant, pour ces mêmes faits-là, ok, la peine prévue est la même. Ici, on laisse la latitude. L'exception, c'est que le juge peut apprécier et vous condamner autrement. Je vous prends un cas pratique. Je vais vous prendre un cas pratique d'un Congolais métissé pour vous démontrer que ça n'a rien à voir avec une discrimination d'appartenance pour des raisons d'appartenance familiale. Prenons Monsieur Ndundu. Monsieur Ndundu, vous connaissez? Ndundu Bonongué. Bonongué, voilà. C'est un Congolais métissé. Ce Congolais Ndundu métissé est né d'un père belge et d'une maman congolaise. Ok? Il est resté au Congo. Ndundu, né ici, a opté pour la nationalité congolaise et en devient congolais d'origine du fait de sa mère. Ok? Qui est congolaise d'origine. Vous comprenez ça? Sa maman, la maman de Ndundu Bolongo, plutôt son père, est né d'une maman belge. Et Ndundu Bolongo a 2 parents, une mère et un père. Son père, il est né d'une maman qui était congolaise et d'un père étranger, européen. Son père a opté pour la nationalité congolaise, ok, du fait de sa maman, ok. Et son père a donné naissance, lorsqu'il opte pour la nationalité congolaise, rappelez-vous que la nationalité congolaise est une exclusive. Et on est congolais d'origine, soit du fait de son père ou de sa mère. Et ici, Ndundu, puisque son père, sa mère plutôt était congolaise, le père d'Ndundu a opté pour la nationalité congolaise du fait de sa mère. Non, il n'est pas de père de mère. Non, laissez-moi y aller. Il est des pères et des mères. C'est ce que je suis en train de vous démontrer. Mais que son père est belge. Le père de qui? Vous avez dit que son père était belge. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les grands-pères de Ndundu qui a donné naissance à son père étaient belges. Ok? Et
il est marié à une femme congolaise. Cette femme congolaise a donné naissance à Ndundu. Vous m'avez embrouillé. Vous perdez. Non. Vous m'avez embrouillé et je me suis perdu. Je reviens encore sur cette illustration-là. Ndundu est métissé. Des pères, et plutôt, il est métissé. De peau blanc, tout blanc. Toute blanche. Alors, Ndundu est né d'un père qui, lui, ce père-là, à son tour, est né d'un mélange d'un Belge et d'une Congolaise. Vous voyez, le papa de Ndundu, il n'est pas des pères et des mères. Le papa de Ndundu a choisi la nationalité congolaise de sa mère. Le papa de Ndundu devient congolais d'origine du fait de son père, de sa mère plutôt. La loi dit, l'article 10 de la Constitution dit, est congolais d'origine, c'est lui qui est né des pères ou des mères. C'est-à-dire qu'un des parents doit être congolais. Dans le cas d'espèce, le papa de Ndundu est congolais d'origine du fait de sa mère. La maman de Ndundu, ok, est dans la même situation. C'est-à-dire qu'elle est née d'un papa belge, en fait occidental, ok, et d'une maman congolaise. La maman de Ndundu, métissée au premier degré, ok, est aussi congolaise des pères et des mères, plutôt est des pères, parce que l'une des nationalités d'un de ses parents fait d'elle congolaise. Maintenant, nous avons deux personnes qui sont nées des parents qui ne sont pas des pères et des mères congolaises, c'est-à-dire les parents de Ndundu. Et les parents de Ndundu acquièrent la nationalité congolaise des pères et des mères, et sa peau ne constitue pas un problème ou un obstacle pour qu'il accède à la fonction de la magistrature suprême, et pourtant il est métissé. Je ne sais pas si c'est clair. Ses grands-parents sont pas... Ses grands-parents, comme vous avez dit, son grand-père qui était occidental. Tout à fait. Et ne permet pas, donc ça n'empêche pas qu'il soit congolais. Donc la loi se limite aux parents et non aux grands-parents. Non, vous n'avez pas compris. La loi dit qui est congolais d'origine. Et congolais d'origine, c'est lui qui est né d'un père. Je ne sais pas de la loi Tchani. Non, je viens dans le sens de vous démontrer une chose, que cette loi-là, vous avez évoqué l'article 13. Je vous démontre que ce n'est pas discriminatoire du fait des raisons d'appartenance à une famille. Je vous démontre, nous avons deux cas d'espèce. Des cas d'espèce des personnes qui sont nées, puisque les uns ont voulu, d'ailleurs, M. Mouyambo a voulu en faire croire que c'était un problème contre les métissés et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est tout simplement qu'on cherche à protéger la nation. C'est comme nous, chez nous les avocats, nous cherchons à protéger la profession d'avocat, et ne peut y accéder à la profession d'avocat que celui qui a pris le droit, par exemple. C'est de la même manière que nous disons, pour accéder à la fonction de souveraineté ou de fonction régalienne, il faut obligatoirement et nécessairement être congolais des pères et des mères. D'accord. On vous comprend sur cette question. Vous êtes pour cette initiative de M. Noël Tchani. Parlons du processus électoral qui est en cours. Vos détracteurs de l'opposition vous accusent de beaucoup de choses, notamment lenteur des machines d'enrôlement, marchandage des cartes d'électeurs, nombre d'insuffisants des centres d'enrôlement. Tous ces éléments assoient un discrédit de ce processus. Ce processus est déjà biaisé du fait de tous ces dysfonctionnements. Votre réaction? Ma réaction, c'est que c'est ça l'opposition en République démocratique du Congo. On vous dit ça soit un discrédit. C'est ça la position de l'opposition de la République démocratique du Congo. Curieusement, je prends un autre cas de figure pour vous démontrer que, vous savez, l'opposition de la République démocratique du Congo peut vous chercher des poules sur la tête d'une personne chauve. Donc, allez-y comprendre qu'en République démocratique du Congo, l'opposition, c'est le rejet de tout. En République démocratique du Congo, nous sommes agressés par le M23. Et vous allez vous rendre compte que, pendant que nous sommes agressés, lorsque le M23 prend un territoire, occupe un territoire congolais, c'est toute l'opposition qui crie. Mais pendant que nous vous parlons ici, il y a des territoires qui sont occupés qui sont récupérés par les FARDC. Mais personne n'en parle. Donc ils attendent la faiblesse ou une faille
dans le système actuel parce qu'ils sont contre les régimes, ils ne voient pas le Congo, au lieu de voir le Congo et encourager. Oh, maintenant, là, on n'en parle pas. Revenons sur le fait du processus électoral. Vous dites, par moment, il faut soudoyer les gens de la police, il faut que les appareils surchauffent. C'est comme si, lorsqu'on achète une machine, elle ne doit jamais tomber en panne. Lorsque vous achetez même votre téléviseur à un moment donné. Des machines toutes neuves, récemment achetées avec des problèmes de charge, problèmes de... C'est ce qu'eux disent, ce n'est pas moi qui le dis. Bon, c'est ce qu'ils disent. Je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'ils disent. Vous achetez une machine neuve, vous n'avez pas acheté un seul appareil, vous avez acheté beaucoup d'appareils, on vous le fait comme ça, en gros. Et on vous a donné la possibilité de pouvoir changer ces matériels-là. Nous avons vu, à un moment donné, il y a eu un problème de logiciel. Il y a eu des problèmes de logiciel. À un moment donné, il fallait des logiciels qui s'adaptent au processus en cours. La question que certains se posent, pourquoi vous, du pouvoir, vous défendez la CENI? Quel intérêt avez-vous de défendre la CENI? Voilà l'intérêt que nous avons. Nous croyons que les personnes qui ont été présentées par la représentation nationale, par la société, la composante de la société civile, méritent de le faire parce qu'ils sont bourrés d'expérience, comme le cas du président de la CENI, Kadima, par exemple. Il a organisé les élections partout ailleurs, et ici, en République démocratique du Congo, il ne vient que pour mettre en pratique ce qu'il a acquis. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, parce que ça fait partie aussi de notre bilan. Comment nous organisons les élections? Et lorsque nous défendons la CENI, c'est aussi parce que nous voyons ce qui se passe et nous comprenons ce qui se passe. Prenons mon cas, par exemple. J'arrive quelque part, là où je me suis fait enrôler à Limité à Moamba, j'ai trouvé qu'il y avait des gens et j'ai attendu obtenir ma carte, comme tout le monde. Et pourtant, je pouvais prétendre du fait que je serais candidat en 2026, en 2023 par exemple, j'allais dire, pour éventuellement faire comme tout le monde. Ok? Je suis arrivé sur place, j'ai oui dire, je suis entré, j'ai attendu, j'ai obtenu ma carte et je suis parti. Il y a certains autres endroits où vous allez, les gens vous disent, mais lorsque nous allons, la police exige de nous que nous puissions payer quelque chose. Et que vous, ayant appris cela, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes arrivé sur place? Vous sortez de votre argent que vous payez. Vous ne voyez pas, et par de suite, vous allez vous rendre compte que certains se plaignent même pour dire que nous avons été à tel endroit, et généralement, c'est l'opposition qui s'en sert. Ne pensez-vous pas qu'en ces moments-là, ce que vous faites, c'est encourager la corruption? En principe, si l'on doit arrêter, on doit vous arrêter vous aussi. Pourquoi? Parce que vous avez corrompu. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir quand est-ce que l'on arrivera à combattre les antivaleurs lorsque nous-mêmes, nous n'intériorisons pas les valeurs qui peuvent permettre à ce que la nation aille de l'avant. Ok? Parce que vous avez trouvé telle pratique, mais pourquoi moi, on accuse de cette CENI justement par toutes ces pratiques que vous tentez tant bien que mal à défendre. Toutes ces pratiques que vous tentez tant bien que mal à défendre. De préparer le lead de la fraude électorale. Pas du tout. Je ne prépare pas les lits de la fraude électorale lorsque un individu que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève va payer va payer pour accéder à sa carte. Et généralement, les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait tout simplement parce qu'il n'a peut-être pas beaucoup de temps à attendre au niveau de la CENI. Ce que je n'encourage pas non plus, je ne justifie pas non plus, mais qui n'a rien à voir soit avec la personne qui doit être liée. Vous voulez me dire que tous ceux qui sont allés au niveau de la CENI pour éventuellement accéder à ces services expéditifs, j'allais dire, d'obtention de la carte, sont nécessairement du pouvoir ou non, c'est pas de l'UDPS. Mais si ce n'est pas ce que vous dites, c'est-à-dire que l'argument selon lequel nous aurions préparé ou fait tout cela, ou que nous faisons cela, que nous aurions fait cela pour éventuellement préparer la fraude, je pense que ce serait un faux argument. Parce qu'on ne saura pas nous prouver, nous démontrer que c'est nous qui avons soit donné de l'argent pour que le nôtre aille le faire. Donc, allez-y comprendre par là que nous 2023. Avons tous, excusez-moi, nous avons tous la responsabilité de pouvoir veiller que les choses se fassent comme il se doit. Lorsque vous trouvez les gens agir de la sorte, vous savez qu'il y a eu des policiers qui ont été arrêtés par le général Kassongo. Vous avez vu qu'il y a eu des agents de la CENI qui ont été, limogés par le président de la CENI et ses services. Donc, allez-y comprendre que lorsque des cas pareils qui sont des antivaleurs sont commis, nous en retour, c'est-à-dire que la CENI en retour agit de manière à, redorer son image.
Donc, c'est un peu ça. Le président de la République dit à Genève que la guerre que nous vivons risque d'hypothéquer le processus électoral. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui de ne pas avoir des élections à cause de l'insécurité? C'est possible d'avoir des élections, de ne pas avoir des élections à cause de l'insécurité à l'est de la République. D'aucuns vous diront, d'aucuns vous diront qu'en 2018, il y a eu des élections. Mais ceux qui vous le disent oublient que les élections qui ont eu lieu en 2018, c'était des élections, dont les électeurs s'étaient préalablement identifiés et enrôlés. Voilà 3 scénarios que je présente à l'opinion. Premièrement, nous allons aux élections sans nos frères de l'Est ou des territoires occupés. La conséquence, c'est quoi? C'est que ces territoires étant occupés par les M23, nous consacrons la balkanisation. C'est-à-dire que nous oublions nos frères. Ça serait un acte irresponsable de notre part, un acte qui ne vendrait pas l'unité nationale. En 2018, telles que nous les avons eues, sans un groupe de nos concitoyens, c'était la consécration de la balkanisation. Non. Ce n'est pas la même chose. Non. Ils se sont fait, excusez-moi, ils se sont fait enrôler. Mais ils n'ont pas voté. Et ils ont voté. En 2018, Nanga même l'a dit récemment ici quand il est passé sur Top Congo, sur Télé 50. Il a dit qu'au finish, ils ont voté. Parce qu'on avait retardé de 2 ou 3 jours. Après, ils ont voté. J'en viens à l'illustration que je donnais ici. Si on laisse... Pardon? Ça, c'est votre point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue. C'est que je venais de relayer tout à l'heure là. Allez-y sur Top Congo. Suivez l'intervention de Nanga. Il vous dira. Il l'a même dit en présence de Bokechu, Madame Bokechu. C'est-à-dire que ce qui démontre à suffisance que les élections ont eu lieu. Même moi-même, j'ai vécu cela. Vous savez, Beni, Boutembo et consorts. Ils ont voté le président après le... Beni, Boutembo... Attends, les élections, ce n'est pas que le président de la République. Non, je suis en train de poser la question. Non, les élections... Nous parlons du processus électoral. Vous voulez particulariser les élections. Est-ce que l'intégrité du territoire national, tous les Congolais qui s'étaient fait enrôler en 2018, hormis ceux qui se sont abstenus ou qui n'étaient pas en 2000 ou qui sont morts avant les élections, ont voté. C'est-à-dire que je réponds à votre question. En 2018, certains s'étaient fait enrôler pendant que Beni Boutembo était occupé lorsque on a libéré les territoires. Ils sont allés voter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ils s'étaient fait enrôler préalablement. J'en viens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, si nous laissons nos frères ne pas se faire enrôler parce que les territoires sont occupés, nous serons en difficulté parce que nous aurions consacré la balkanisation. Nous leur aurions dit qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe par la partie de ceux qui ont été la partie non occupée. Vous voyez ça? Et ça ne serait pas un bon message qu'on enverrait à cette population-là. Les populations doivent se sentir de l'Est, doivent se sentir aussi solidaires. Ils doivent se sentir de notre part que nous exerçons une solidarité vis-à-vis d'eux qui fait qu'ils jouissent des mêmes droits et mêmes avantages que ce que nous concerne. On peut pas aller aux élections. Deuxième hypothèse. Ne concluez pas encore. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Allez-y. Deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que pour les enrôler et organiser les élections, nous allons voir le M23. Nous disons M23, écoutez, laissez-nous enrôler, laissez-nous organiser les élections par les territoires que vous occupez. Encore une bourde. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous aurions légitimé le M23 et nous aurions aussi consacré la balkanisation. Pourquoi? Parce qu'ils diront, ils ont reconnu notre autorité, notre existence, et nous ils ont traité hier de groupes terroristes et tout ce que vous voulez, ils acceptent de cohabiter avec nous dans les conditions où ils reconnaissent notre autorité. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il y aurait un problème sérieux que nous aurions nous-mêmes consacré la balkanisation. Troisième hypothèse. La troisième hypothèse est la meilleure à mon entendement. Nous faisons la guerre au M23, nous libérons les territoires occupés, nous enrôlons tout le monde, nos compatriotes qui ne sont pas... qui sont dans les territoires occupés, ok? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le jet de DIP du Rwanda a démontré à suffisance qu'ils ne sont pas crédibles, c'est qu'il faudrait aujourd'hui leur faire la guerre. Et cela sous-entend que lorsque nous aurons libéré ces territoires-là et que nous pourrions aller aux élections et que tout le monde aurait été, c'est la troisième et la dernière hypothèse que moi je soutiens. J'en viens maintenant à ce que dit la Constitution.
Et si aujourd'hui, la situation reste telle qu'elle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut préconiser? Écoutez, la Constitution a tout dit. Raison pour laquelle j'en venais à la Constitution. L'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo a été interprété par un arrêt, on a appelé l'arrêt Luamba, qui dit que le président de la République restait en place jusqu'à l'investiture du nouveau président élu. Il n'y a pas une faiblesse dans cet article, même cette interprétation? Non, il y a une chose que nous devons savoir. Cet article, cette faiblesse et cet arrêt, comment dire, comporte des faiblesses. Non, je ne parle pas d'abord de l'arrêt. Je parle de l'article. L'article 70. Oui. L'article 70 en soi ne comporte pas de faiblesse. Il n'y a aucune faiblesse. Il n'y a aucune faiblesse. Voilà l'entendement correct de cet article-là. C'est-à-dire que les élections auraient été convoquées, ok, organisées, les présidents connus, les présidents de la République, lors de la publication de résultats, restent en place jusqu'à l'investiture. C'est quand il y a élection. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais au cas où il n'y a pas élection, c'est là que j'en viens. Vous ne me suivez pas. C'est là que j'en viens. Non, vous ne me suivez pas. J'ai dit ceci. Voilà la vraie interprétation de cette Constitution. D'accord. Les présidents de la République restent en place, ok, jusqu'à l'investiture du nouveau président élu. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on organise les élections bien avant, ok, le président est connu, ok, et on fait quoi? On attend l'investiture. C'est pratiquement 20 jours ou 30 jours, je crois. On attend pour éventuellement procéder à la remise des reprises. C'est-à-dire que le président est connu, les présidents de la République restent en place, en principe, c'est jusqu'à l'investiture. Mais il s'est avéré que nous sommes arrivés en 2015. Il n'y avait pas de perspective de pouvoir organiser les élections en 2016, tel que ça a été prévu avant. Nous avons, nous, Congolais, à travers les politiques que nous sommes, c'est-à-dire que Martin Fayulu, à travers Joseph Kabila, à travers le feu Étienne Tshisekedi, qui était représenté par l'actuel président de la République. Qu'est-ce que j'ai dit? Le feu Étienne Tshisekedi, j'ai dit, qui était représenté par l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'Église catholique, la société civile, tous ensemble. L'Église catholique et d'autres églises, tous ensemble, nous nous sommes retrouvés au dialogue de la Cinco. Et à l'issue de ces dialogues, nous avons ouvert une brèche. Nous avons créé une légitimité quant à la possibilité de glisser. Cette possibilité de glisser est un soutien à cet arrêt de la Cour. Tout à fait. Non. Oui, c'est un soutien à l'arrêt de la Cour. Et par de suite, nous sommes allés devant la Cour. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule récemment ici, qui montre M. Chadari en train de dire que le président de la République restait en place jusqu'à l'investiture, sans toutefois faire allusion à l'organisation des élections. Donc, l'arrêt existe. L'arrêt existe. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. L'arrêt existe. Si aujourd'hui nous arrivons en décembre 2023 et que les élections n'étaient pas organisées, la question que vous posiez, c'était celle de savoir qu'est-ce que nous allons faire. C'est quoi l'issue? L'issue, c'est que le président de la République reste en place jusqu'à l'organisation des élections prochaines, jusqu'à l'investiture. N'eût été le dialogue de la Saint-Sylvestre, de la Cinco, on n'aurait pas eu, vous n'aurez pas soutenu cette hypothèse. Non, mais cet arrêt de la Cour ne serait pas soutenu. Non, mais ne pouvez pas passer. Non, là, vous allez sur un plan hypothétique. Non, je pose la question. Non, vous posez hypothétiquement cette question-là. Mais et pourtant, nous avons des faits. Nous avons la loi qui existe. Non, les arrêts de la Cour constitutionnelle ont une force de loi. Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette hypothèse-là. En fait, vous l'avez contesté. C'est là que j'en viens. Vous l'avez contesté d'abord. Vous, l'opposition, vous avez fait des marches. Et vous étiez contre. Vous avez dit que c'est une Cour qui est politisée. Nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, pour légitimer tout ça, vous êtes allé au dialogue. Non, ne faites pas de raccordement frauduleux. L'arrêt est venu avant. Si vous dites que nous sommes... Non, l'arrêt est venu avant le dialogue. Non. L'arrêt est venu après le dialogue. Non, pas du tout. Oh là là. Le dialogue l'arrêt est venu en 2015 et le dialogue en 2016. Non, mais si le dialogue avait eu lieu en 2016, c'est qu'on aurait glissé. Si l'arrêt était arrivé en 2015, c'est qu'on n'aurait pas eu besoin du dialogue. Renseignez-vous davantage, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Renseignez-vous. Alors, l'arrêt est arrivé après.
Si nous sommes allés, ce n'était pas pour légitimer l'arrêt. Les dialogues a légitimé les glissements. C'est-à-dire, quand j'ai dit, j'ai évoqué tous les participants, c'est parce que nous avons cautionné, nous, Congolais, nous avons cautionné. D'ailleurs, la preuve année que nous sommes tous allés aux élections en 2018, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes allés aux élections en 2018, et pourtant la Constitution prévoyait que les élections aient lieu en 2016. Et donc, par là, vous soutiendrez avec moi que ce qui avait été fait était fait dans le but de donner une force légitime, ce qui avait été fait par le dialogue, et une force légale par, par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et, excusez-moi, je chute en disant ceci, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander, lorsque vous dites nous avons contesté, de la même manière que nous avons contesté la Constitution de 2006, du 18 février 2006. C'est de la même manière que nous l'avons contesté, mais aujourd'hui, on ne nous demande pas d'appliquer une autre constitution que si ce n'est que cette constitution-là. Aujourd'hui, nous devons être réalistes et légalistes. Le président Tshisekedi, à part des vers, lui... Est-ce que vous parlez de la même chose? Pardon? Est-ce que vous parlez de la même chose? Oui, je parle de la même chose. Quand vous parlez de la Constitution, la Constitution est déjà votée et tout à fait en application. Et la loi est déjà... Mais la loi est déjà... L'arrêt existe et elle a été appliquée. L'arrêt existe et a été même appliqué. Tout à fait. Justement. Oui. Mais... En quoi cela est différent d'abord? Vous vous perdez vous-même. Non, non, je ne me perds pas. Vous vous perdez parce que selon votre entendement, nous devrions accepter la Constitution et refuser l'arrêt. Et pourtant, la Constitution a été appliquée avant nous, et nous accédons au pouvoir. Nous devrions dire parce que vous deviez nous opposer, le fait est que parce que vous aviez dit non à cette Constitution-là, ne l'appliquez pas. Mais pourquoi vous nous dites de ne pas appliquer l'arrêt qui existe, qui n'est pas notre œuvre, de la même manière que nous appliquons la Constitution? De prime abord, à l'époque, vous avez soutenu que cet arrêt pouvait être revu par un revirement. Tout à fait. Un revirement jurisprudentiel. Non, nous pouvions, non, pas du tout. Nous pouvions saisir tout Congolais, oui, effectivement. On pouvait revenir sur cet arrêt-là. Oui, on pouvait revenir sur cet arrêt-là. Attendez un peu, c'est comme vous nous dites à nous. Pardon? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on puisse y revenir? Mais pourquoi c'est nous qui devions le faire? Pourquoi pas vous? Vous êtes Congolais, citoyens congolais. Ceux qui pensent, ils l'ont fait pourquoi? Dans un intérêt précis. C'est parce qu'ils ne veulent pas voir Tshisekedi glisser seul. Ils veulent voir Tshisekedi glisser avec lui. C'est tout ça le problème. Nous pouvons être dans des considérations juridiques et tout ce que vous voulez, mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Ils vous disent que Tshisekedi, on connaîtra une transition sans Tshisekedi. Mais rien n'arrivera. Ils vous disent que Tshisekedi, en 2023, c'est comme s'il n'ouvrirait pas les yeux et que le Congo ne va pas continuer à exister. Le Congo va continuer d'exister. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est quoi? C'est qu'il y ait un dialogue. Et au cours de ces dialogues, qu'ils prennent part aux institutions. Ils vous diront certainement, ben, écoutez, nous ne voulons pas accéder aux institutions de la République. Nous, ce n'est pas pour le partage du pouvoir. Je suis politique et je sais de quoi je parle. C'était une prime, comme certains le disent, la prime aux détourneurs, la prime à ceux qui ont mauvais pignon sur eux, que vous avez nommé certaines figures dans ce gouvernement Sama 2. Qui est le détourneur que vous voyez dans cette... Que répondez-vous à ceux-là? Non, mais dites-moi, qui est celui que vous trouvez, vous prétendez être détourneur? Je vous dirais que... C'est pas moi qui le dis, ce sont vos... Non, citez-moi un seul nom. Vos détracteurs. Les détracteurs citent quel nom? Il faut leur poser la question. Les détracteurs. Mais moi, le message que vous transmettrez, que vous relayez ici, ce n'est pas mon message à moi. C'est à vous de répondre. Non, attendez un peu. Je voudrais que l'on soit précis, dans un cas précis. Vous savez, en droit, on dit que la responsabilité est établie lorsque une personne est jugée à force de choses jugées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de voie de recours. Je sais que quand vous dites détourneur, vous faites allusion à Vital Kamerhe qui a été condamné. Mais la sanction... Il ne s'agit pas de moi, non, justement. Non, lorsque vous relayez le message, lorsque vous dites, vous faites allusion à Vital Kamerhe. Mais moi, je vais vous dire une chose, que le dossier de Vital Kamerhe est encore en cours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un pouvoir en cassation. Il faut une décision définitive pour que l'on dise de lui qu'il est un détourneur. Sinon, il jouit de la présomption d'innocence, de la même manière qu'il jouit de la présomption de culpabilité. Vous savez, il a été condamné au premier degré, au deuxième degré, il est allé en cassation. Et la cassation a cassé la décision. Le parquet n'étant pas content, est allé aussi en son tour en cassation. C'est-à-dire qu'il faut attendre l'issue définitive de cette procédure-là pour éventuellement prétendre qu'il serait détourneur. Mais qu'à cela ne tienne, il faut se le dire, on peut reprocher à Vital Kamerhe ce qu'il est.
ou en fait c'est dont il a été, tout ce qui lui a été accusé, ainsi de suite, tout ça, ok, dont moi-même j'ai défendu, j'ai démontré son implication dans beaucoup de choses, mais on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir l'expertise en matière économique et qui peut servir la nation, servir la nation. Je pense qu'on peut encore lui accorder les bénéfices du doute. Quelqu'un qui se voulait candidat président de la République en 2023, il renonce, comment dire, il poursuit d'être Premier ministre, il dénonce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Maître Richard Pinda. Je pense que la matière est assez abondante. Assez abondante, voilà. On ne sait pas l'épuiser. Je pense peut-être que nous pourrons y revenir à notre numéro. Il n'y a pas de souci pour ça. Pourquoi pas le mois prochain, le mois d'avril. Pourquoi pas. Messieurs, dames, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous voulez réagir, vous avez un droit de réponse. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que Maître Richard Pinda a dit sur ce plateau. Nous allons vous recevoir sans problème. Et donc, Congo Buzz reçoit tout le monde pour justement discuter des questions d'actualité. Portez-vous bien. À la prochaine sur Congo Buzz Télévision. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.